Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, nous sommes à un moment critique. Lorsque, pour la première fois dans son histoire, notre pays se trouve confiné depuis plus de 7 semaines, lorsque ses cafés, ses restaurants, ses universités, ses lycées, ses écoles, ses églises et ses temples, ses synagogues et ses mosquées, lorsque la très grande majorité de ses entreprises, la totalité de ses théâtres, de ses bibliothèques ou de ses librairies et bien d'autres encore sont fermées, vides de tout public, sans aucune activité, le moment est critique. Lorsque depuis plus de 8 semaines, tous les jours, toutes les nuits, des médecins, des infirmiers et infirmières, des aides-soignantes, des aides-soignants, des personnels administratifs ou techniques luttent d'arrache-pied pour accueillir et sauver des malades dont le nombre croissant a bien failli saturer des services de réanimation, le moment est critique. Lorsque des femmes et des hommes, au final peu nombreux, souvent peu reconnus par notre société, assurent par leur travail et par leur engagement dans des secteurs de notre économie comme le transport logistique, la grande distribution, le ramassage et le traitement des ordures ménagères, l'agriculture et quelques autres que je n'oublie pas, la continuité de la vie de la nation, alors oui, nous sommes à un moment critique. Critique parce qu'avec la France, c'est près de la moitié de l'humanité qui est confinée. Des nations entières sont comme désarçonnées et même les plus grandes puissances paraissent désorientées. Dans l'histoire, ça n'est jamais un très bon signe. Critique parce que nous devons prendre des décisions sur la base d'informations souvent incomplètes et souvent contradictoires. Nous ne savons pas tout de ce virus. Ce n'est d'ailleurs pas la moindre des leçons à tirer de cette crise sanitaire que de nous rappeler la masse infinie des choses que nous ne savons pas. Nous ne savons pas tout. Cela dit, il y a 5 mois, nous ne savions rien. La recherche a progressé à une vitesse qui force l'admiration, aussi bien sur la compréhension de la maladie que sur le séquençage du virus ou la mise au point des tests virologiques et sérologiques. La France est à la pointe des essais cliniques européens et mondiaux permettant de tester l'efficacité de traitements déjà utilisés pour d'autres pathologies. Avec la communauté internationale, nos chercheurs travaillent pour découvrir vaccins et traitements. Le virus nous fait violence, c'est indéniable, il appelle réactivité et innovation, mais sans faire violence au temps de la science, de l'expérimentation et de la preuve. Ce temps demande de la rigueur et de la patience. De la chance aussi, et j'espère que nous en aurons. Mais notre devoir, c'est d'agir sans compter sur elle. Car des marges d'inconnu demeurent. Nous ne les avons jamais dissimulées ni sous-estimées. Aucun pays au monde, aucun scientifique ne saurait aujourd'hui prédire l'été, l'automne, l'avenir qui nous attendent. Tel savant nous dit, affirmatif et catégorique, qu'il ne peut y avoir de deuxième vague et que l'été verra le virus disparaître. Tel autre, aussi savant, aussi respecté, nous dit l'inverse. L'histoire dira sans doute lequel aura eu raison, mais je crains que nous n'ayons pas le temps d'attendre que l'histoire se fasse juge. Le moment est critique parce que nous ne pouvons pas rester confinés. Le confinement a porté ses fruits, grâce au civisme et à la discipline de nos concitoyens. Dans leur immense majorité, ils ont compris la nécessité de respecter les règles exceptionnelles adoptées pour freiner l'épidémie. La propagation ralentit, le nombre de décès et d'entrées en service de réanimation baisse. J'ai déjà eu l'occasion de citer cette étude de l'École des hautes études de santé publique qui estime que, pour le premier mois, le confinement aura permis d'épargner près de 62 000 vies. Si nos concitoyens n'avaient pas respecté le confinement, de façon certaine, nos services de réanimation auraient été débordés. Plus personne n'aurait pu y accéder. Nos soignants auraient dû choisir entre des malades. C'est ce qui s'est passé dans certains pays. Nous avons évité cette situation. Et toutes les décisions que nous prenons restent guidées par cet impératif, protéger chaque vie humaine, ce qui implique très concrètement de veiller à ce que, à l'avenir, le nombre d'entrées en réanimation reste toujours inférieur aux capacités d'accueil. Pour atteindre cet objectif,
Chaque jour de confinement compte. Il en reste 6. Je mesure parfaitement l'impatience de nos concitoyens qui souhaiteraient retrouver un quotidien normal, sans restriction, sans appréhension. Tout le monde aimerait renouer avec la vie d'avant, avec cette liberté inestimable de sortir pour travailler ou pour flâner, pour amener nos enfants au parc ou chez leurs grands-parents, pour s'offrir une soirée au restaurant ou au théâtre ou entre amis, toutes choses qui n'ont rien d'accessoire, mais qui sont véritablement essentielles. Je mesure plus particulièrement combien le confinement pèse sur celles et ceux qui vivent dans des conditions précaires. Ils sont au cœur de nos préoccupations. J'ai une pensée particulière pour ceux qui ont souffert de l'isolement, en plus du confinement, notamment les personnes âgées, seules chez elles, ou coupées de leur famille, dans les EHPAD. Le confinement se justifiait par l'urgence. Mais son coût social, son coût humain, son coût économique est colossal. Depuis le début du confinement, les passages aux urgences, les visites chez les généralistes ou chez les spécialistes, les vaccinations obligatoires pour les enfants, les campagnes de dépistage sont en chute libre. Et c'est grave. La lutte contre le Covid-19 ne doit pas nous faire oublier les autres maladies, les autres dangers qui menacent nos concitoyens. Le Covid-19 est toxique, certes, mais certains huis clos le sont aussi, quand des violences, des négligences ou des renoncements s'exercent au sein de la famille. Le Covid-19 est toxique, mais le décrochage scolaire et social l'est tout autant. Nos enfants ont besoin d'être éduqués, cultivés, socialisés. Nos aînés et nos concitoyens les plus fragiles ont besoin d'être visités, accompagnés. Nos commerçants, nos artisans, nos industriels, nos entreprises et leurs salariés ont besoin de produire et de vendre. Leur angoisse n'est pas seulement de tomber malade, leur angoisse, c'est aussi parfois de mettre la clé sous la porte, de perdre leurs moyens de subsistance et parfois ce qui donne un sens à leur vie. Le confinement crée ou aggrave parfois les difficultés que rencontrent certaines familles, certains secteurs, certains territoires. Depuis quelques jours, des tensions sont perceptibles dans certains quartiers sensibles, notamment la nuit. Nos policiers nationaux, municipaux, nos gendarmes font face à des actions parfois violentes, parfois à des guet-apens. Nous imaginons tous la lassitude de nos forces de l'ordre et de nos concitoyens qui habitent dans des quartiers difficiles. Leur sentiment d'être assignés à résidence s'aggrave encore depuis cette semaine. Au-delà de ces violences sporadiques, le confinement déchire notre tissu social. Dès le début, les associations de lutte contre la pauvreté nous ont d'ailleurs alertés sur la hausse des dépenses auxquelles certaines familles étaient confrontées. Nous avons déployé de nouveaux filets de sécurité, aussi vite que possible. Je pense à la prolongation automatique du versement des prestations sociales, à la prolongation de la trêve hivernale ou à l'ouverture de plus de 21 000 places d'hébergement d'urgence pour les sans-abri. Je pense au lancement d'un plan d'aide alimentaire d'urgence, distribué notamment sous forme de tickets service. J'ai aussi annoncé qu'une aide exceptionnelle de solidarité serait versée automatiquement le 15 mai à 4 millions de familles pauvres et modestes. Les ménages bénéficiaires du RSA et de l'ASS recevront 150 € plus 100 € supplémentaires par enfant, et les ménages bénéficiaires des allocations logement recevront 100 € par enfant. J'annonce aujourd'hui également une aide pour les jeunes précaires ou modestes de moins de 25 ans. En raison du confinement, les restaurants universitaires ont fermé. Beaucoup de jeunes ont perdu les emplois dont ils ont besoin pour se nourrir et payer leur loyer. Certains jeunes se sont retrouvés dans une situation que je sais dramatique. Nous avons donc décidé de verser une aide de 200 € à 800 000 d'entre eux. Cette somme sera versée début juin aux étudiants ayant perdu leur travail ou leur stage et aux étudiants ultramarins isolés qui n'ont pas pu rentrer chez eux. Elle sera versée mi-juin aux jeunes de moins de 25 ans, précaires ou modestes, qui touchent des APL. Nous avons mis en place tout un arsenal de mesures parmi les plus puissantes au monde pour soutenir notre économie. Je pense au chômage partiel,
dont bénéficie plus d'un salarié du privé sur deux. Je pense aux prêts garantis par l'État pour soutenir la trésorerie des petites entreprises. Je pense au fonds de solidarité pour les très petites entreprises et les travailleurs indépendants. Je pense enfin au report des charges fiscales et sociales. Ce sont des efforts considérables pour nos finances publiques, c'est-à-dire pour l'argent des Français, pour l'argent de la nation. Et nous sommes fiers, au fond, qu'un grand pays comme la France sache les consentir. Pour autant, cette situation ne peut durer. Les fleurons de notre industrie sont menacés. L'aéronautique, l'automobile, l'électronique, les PME, les entreprises de taille intermédiaire, les start-up sont au bord de l'asphyxie. Tout ce qui participe au rayonnement de la France, le tourisme, les arts, la gastronomie, est à l'arrêt. Maintenir notre pays dans le confinement serait casser notre moteur économique, asphyxier nos poumons agricoles, condamner notre attractivité, bref, mettre en grand danger notre vie future ainsi que la vie de nos enfants. Le moment est critique parce que nous devons démontrer une forme de discipline collective pour apprendre à vivre avec le virus. Sans vaccin avant un bon moment, sans traitement à l'efficacité démontrée, sans immunité collective, c'est seulement par la prévention, la discipline, la rigueur des comportements individuels et collectifs que nous pourrons maîtriser l'épidémie. Un peu trop d'insouciance et de relâchement, et le risque de deuxième vague se préciserait. Un peu trop d'immobilisme et d'angoisse, et l'asphyxie collective serait inévitable. Tel est notre chemin de crête d'autant plus délicat à aborder que les deux versants qu'il sépare sont des à-pics vertigineux. Sur ce chemin de crête, il nous faut avancer, avec, dirais-je, une forme d'humilité combative. Le déconfinement aura lieu pas à pas, avec des marches que nous espérons franchir toutes les 3 semaines. Et quand je dis « nous espérons », cela signifie que nous pourrons peut-être parfois rester plus longtemps que prévu sur une même marche ou redescendre une marche si nécessaire. Pour y parvenir, notre stratégie est fondée sur 3 principes: la progressivité, la territorialité, la réversibilité. Tous nos territoires ne progresseront pas au même rythme. Certaines régions, nous le savons tous, ont été frappées les premières et de plein fouet: le Grand Est, l'Île-de-France, les Hauts-de-France, la Corse, la Bourgogne-Franche-Comté. À l'inverse, grâce au confinement national, de nombreux départements ont été épargnés. Le bon sens invite à ce que le rythme et les modalités du déconfinement s'adaptent aux spécificités de chaque territoire. Nos exigences de santé publique et de reprise économique ont évidemment vocation à demeurer nationales, mais de nombreuses clés du déconfinement se trouvent sur le terrain, entre les mains des acteurs locaux, notamment les maires et les préfets. C'est pourquoi j'ai engagé, avec les associations d'élus régionaux, départementaux et municipaux, une concertation que je crois étroite et que j'espère fructueuse. Depuis le 28 avril, nous avons progressé. Il n'est pas nécessaire, je crois, ici, d'expliquer l'importance de ce travail collectif mené au plus près des décideurs locaux. L'effort de discernement qui nous revient doit être collectif autant qu'individuel, car il concerne nos institutions dans leur ensemble et chacun à son niveau. Chaque famille, chaque personne âgée ou fragile, chaque travailleur, chaque élu, chaque fonctionnaire doit y concourir en conscience et en responsabilité. Ni les décisions de la puissance publique, ni l'engagement du corps médical ne suffiront à vaincre l'épidémie s'ils ne sont appuyés par l'engagement civique et responsable de chacun. Moment critique donc, moment crucial même au sens littéral du terme, nous sommes à la croisée des chemins. Devant l'Assemblée nationale, j'ai présenté les 3 mots d'ordre qui président à notre stratégie de déconfinement: protéger, tester, isoler. Pour le premier axe, la protection des Français, il faut le dire et le redire, les gestes barrières que sont la distanciation physique et le lavage des mains restent l'alpha et l'oméga de la sécurité. Avec ou sans masque, ils sont indispensables. Sur les recommandations des médecins et dans la perspective du déconfinement, le gouvernement a également décidé de recommander le port du masque, étant bien entendu que le masque ne vient pas en substitut
mais bien en complément des gestes barrières. Dans certaines situations où l'on est confiné, par exemple dans les transports publics ou dans une salle de classe, nous avons même décidé de le rendre obligatoire dès qu'on est en âge de le porter. Nos concitoyens continuent à se demander s'il y aura le 11 mai des masques pour ceux qui le souhaitent. Pour beaucoup, l'angoisse d'une dépense supplémentaire est réelle. L'État, les collectivités territoriales, les entreprises travaillent main dans la main pour que les masques soient accessibles à tous, sur tout le territoire, à partir du 11 mai. Je remercie tous ceux qui ont pris des initiatives, qui se sont retroussés les manches, et j'aimerais répondre au malentendu qui a échauffé ce week-end quelques esprits, peut-être en mal de polémique. Je dois dire que je peine à comprendre quel intérêt aurait eu la grande distribution à cacher des stocks de masques au lieu de les vendre en temps de pénurie. Il n'y a jamais eu de stock caché, il y a des commandes massives et il faut un certain temps avant qu'elles se concrétisent en millions de masques disponibles pour l'ensemble de nos concitoyens. Pour tous ceux qui pensent qu'il suffit de commander des masques pour les obtenir, j'ai un long historique dont je peux faire état. Mais ce qui compte pour l'instant, c'est que le 11 mai, chacun puisse se procurer des masques dans les commerces situés près de chez lui. Nous avons écouté les associations d'élus et nous resterons extrêmement attentifs à toutes les remontées du terrain. L'État et les collectivités locales assureront la protection de leur personnel. L'État financera 50% des masques grand public que sont en train de se procurer les collectivités. À leur demande, j'ai décidé de prendre en charge de façon rétroactive une partie du coût de ces achats pour les commandes passées à compter du 13 avril dernier. Et j'ai appelé les collectivités qui en ont les moyens à faire preuve de solidarité envers les communes qui les entourent ou les plus petites collectivités. L'État réservera en outre une enveloppe hebdomadaire de 5 millions de masques grand public pour les plus vulnérables de nos concitoyens. Il reviendra au préfet, avec les maires et les présidents de conseils départementaux, d'organiser la distribution des masques à nos concitoyens les plus précaires via, par exemple, les CCAS et les acteurs associatifs. Par ailleurs, les régions et l'État vont accroître leur soutien aux très petites entreprises et aux travailleurs indépendants, au-delà des initiatives déjà prises par certaines branches ou organisations professionnelles. Une plateforme de e-commerce vient d'être par ailleurs mise en place par La Poste, dont je tiens ici à saluer la mobilisation à nos côtés. Le succès du déconfinement repose ensuite sur notre capacité à tester et à isoler les personnes atteintes du Covid-19. Depuis la semaine dernière, les élus, les préfets, les directeurs généraux d'ARS disposent des éléments leur permettant de planifier la levée du confinement. C'est à l'échelle de chaque département que se déploiera cette chaîne formée de 3 maillons, puisqu'elle commencera avec les tests, se poursuivra avec le traçage des éventuelles contaminations et s'achèvera, le cas échéant, par l'isolement des personnes contaminées. Les tests virologiques sont le fer de lance de notre stratégie de dépistage. Nous devons tester d'une part tous ceux qui présenteront des symptômes similaires à ceux du Covid-19 et d'autre part ceux de leurs contacts présentant un risque élevé de contamination, qu'ils soient symptomatiques ou non. Quand nous avons établi les modalités du déconfinement, le Conseil scientifique nous indiquait que les modèles épidémiologiques prévoyaient entre 1 000 et 3 000 nouveaux cas par jour à partir du 11 mai. À chaque nouveau cas correspondra en moyenne le test d'au moins 20 à 25 personnes ayant croisé dans les jours précédents celui qui a été testé positif. 3 000 cas nouveaux, nous prenons l'échelle haute que nous ont donnée les scientifiques. 25 cas contacts, nous prenons l'échelle moyenne haute que nous donnent les scientifiques. 3 000 x 25 x 7, cela donne 525 000 tests par semaine, si on est bien dans les hypothèses sur lesquelles nous avons travaillé. Nous nous sommes fixé l'objectif de réaliser non pas 525 000 tests par semaine, mais 700 000 tests virologiques par semaine à partir du 11 mai. Nous voulons avoir une marge, au cas où il y aurait un peu plus de cas nouveaux que ce sur quoi nous comptons, et nous voulons également pouvoir mettre en œuvre, en plus des tests des chaînes de contamination, des campagnes de dépistage, comme nous l'avons déjà engagé pour les EHPAD notamment. Les laboratoires publics, privés, de recherche, les laboratoires vétérinaires sont mobilisés pour que ces tests soient accessibles à partir du 11 mai sur tous nos territoires. L'assurance les maladies les prendra en charge à 100%. J'aimerais toutefois insister sur un point. Les prévisions épidémiologiques du Conseil scientifique ont été formulées sous la condition d'un strict respect du confinement jusqu'au 11 mai.
quand on modélise, on doit partir d'un certain nombre d'hypothèses. Et les hypothèses, c'était que le confinement restait strictement observé jusqu'au 11 mai. En cas de relâchement, je ne le souhaite pas, mais je vois la réalité, il peut arriver. Le nombre de nouveaux malades pourrait être bien supérieur aux prévisions qui ont fondé nos modèles, ce qui compromettrait la réussite de toute la stratégie que je viens d'exposer. Il est donc essentiel, je le dis avec gravité, de respecter scrupuleusement le confinement jusqu'au 11 mai. Et j'ai bien entendu ceux qui reprochent au gouvernement de dire que si les conditions n'étaient pas réunies, nous en tirerions les conséquences. Mesdames et messieurs les sénateurs, j'ose à peine imaginer ce qu'ils diraient si nous déconfinions alors que les conditions initialement fixées ne se trouvaient pas réunies. Pour réussir cette grande manœuvre nationale de dépistage, de traçage et d'isolement, nous mobilisons plusieurs tours de contrôle. Les professionnels de santé libéraux, à commencer par les médecins généralistes, seront en première ligne pour identifier les malades et leur entourage familial immédiat. Les équipes de l'assurance maladie prendront ensuite le relais pour tracer les cas contacts. Enfin, si des clusters apparaissaient, il reviendrait aux ARS et aux préfets de gérer ces cas qui sont plus complexes encore. L'isolement des malades, ou la mise en quatorzaine des cas contacts, aura ensuite lieu à domicile, impliquant l'isolement de l'ensemble des membres du foyer. Mais cet isolement pourra aussi intervenir, le cas échéant, dans des lieux dédiés que les préfets sont chargés d'identifier, de conventionner avec les bailleurs ou les propriétaires, hôtels, centres de vacances, autres types de lieux d'hébergement collectif, si la personne à isoler préfère, par exemple pour des raisons liées à l'état de santé d'un de ses proches, s'y isoler seul. Les ARS veilleront aussi au suivi sanitaire de ceux qui seront isolés seuls dans ces structures particulières. Cette chaîne de dépistage, de tests, d'isolement, sa solidité dépendra du civisme de nos concitoyens. Nous ne vivons pas, et fort heureusement, mesdames et messieurs les sénateurs, dans un régime policier. Pour cette nouvelle phase, qui commence le 11 mai, l'assouplissement du confinement s'accompagne nécessairement d'un assouplissement des contrôles. C'est donc un défi logistique, bien entendu, mais aussi un défi civique qu'il nous faut relever. Mais ce défi logistique nécessite une organisation qui impose de recourir à des instruments nouveaux. Dans le texte que le Sénat examinera dans quelques heures, une disposition permet aux équipes constituées pour remonter les chaînes de contamination de faire le travail, d'appeler les cas contacts, de leur indiquer où se faire tester, où être isolé, de vérifier que les procédures ont été bien respectées. Sans le fichier permettant à ces brigades de fonctionner, il n'y a aucune chance de remonter de façon systématique les chaînes de contamination et donc de maîtriser la propagation de l'épidémie. Le défi de l'organisation et du civisme, il concerne également la réouverture des écoles et des crèches. Là encore, nous sommes attentifs à toutes les complexités de mise en œuvre, ouverts à toutes les propositions, conscients des innombrables spécificités d'un territoire à l'autre, d'une classe à l'autre même. Mais avant de peser ces difficultés, nous devons rappeler que la fermeture des écoles est à l'évidence une catastrophe pour les plus vulnérables des enfants et des adolescents. Celles et ceux qui n'ont pas accès à des livres, celles et ceux qui n'ont pas accès à Internet, celles et ceux qui n'ont pas toujours accès à une alimentation correcte, celles et ceux qui n'ont pas un espace pour eux, pour respirer, et qui se sentent livrés à eux-mêmes, doivent pouvoir retourner à l'école. 5 mois de décrochage scolaire pour des milliers de jeunes, des dizaines de milliers de jeunes, c'est probablement une bombe à retardement. Le confinement pose beaucoup de bombes à retardement de toute nature, sociale, économique, géopolitique. Il me semble que celle-ci n'est pas la moins dangereuse. La réouverture des écoles nous semble donc une priorité pédagogique, sociale, républicaine, qu'il faut évidemment concilier avec nos impératifs sanitaires. Les préfets, les recteurs, les directeurs départementaux des services de l'éducation nationale y travaillent sans relâche. Les effectifs ne devront pas dépasser 15 élèves par classe pour favoriser le respect des gestes barrières. Du gel hydroalcoolique sera distribué
et la vie scolaire devra être aménagée pour assurer le contrôle des flux d'entrée ou encore la restauration scolaire quand elle reprendra. En ce qui concerne le calendrier, nous proposons, je l'ai dit, une réouverture très progressive des maternelles et de l'école élémentaire à compter du 11 mai, partout sur le territoire et sur la base du volontariat. À partir du 18 mai, dans les départements où la circulation du virus est faible, c'est-à-dire les départements verts, l'ouverture des collèges en commençant par la 6e et la 5e. Nous déciderons à la fin du mois de mai si nous pouvons réouvrir les lycées, en commençant par les lycées professionnels, début juin. Je l'ai dit, nous fournirons des masques au personnel de l'éducation nationale et aux collégiens. Pour ces derniers, le masque sera obligatoire quand les règles de distanciation sociale risquent de ne pas être respectées. Pour les élèves des classes élémentaires, le port du masque n'est pas recommandé. Il est même proscrit pour les enfants de maternelle. Le 11 mai, tous les enfants et tous les adolescents ne retourneront pas physiquement à l'école. La situation ne sera pas identique dans toutes les écoles de toutes les communes, dans toutes les classes d'un même niveau. À la vérité, l'était-elle avant le confinement? On pourrait en débattre. Mais je suis intimement convaincu que là où elle peut avoir lieu, elle doit avoir lieu, si possible pour ceux des enfants qui en ont le plus besoin. Et je sais bien, mesdames et messieurs les sénateurs, nous savons bien que tous les enfants en ont besoin. Mais il est un fait que certains en ont probablement encore plus besoin. Et il est certain que les directeurs d'école, les professeurs, les services de l'éducation nationale, les maires, peuvent faire en sorte que ceux-là et d'autres puissent reprendre le chemin de l'école. Ne disons pas d'emblée que parce que cela ne serait pas possible partout, cela ne devrait avoir lieu nulle part. Chaque retour à l'école sera une bonne nouvelle. J'en appelle donc, là encore, au discernement de chacun, famille, équipe pédagogique, rectorat, pour que les groupes de 15 élèves soient formés des jeunes des familles qui en ont le plus besoin. Les autres continueront à travailler. Ils ne vont pas interrompre leur scolarité. Ils pourront le faire chez eux, dans les locaux scolaires ou périscolaires mis à la disposition des collectivités, lorsque la disposition des locaux s'y prête et lorsque cela est possible. Les mêmes contraintes et donc le même civisme concernent les crèches. Les enfants seront accueillis par groupe de 10. Je sais que les professionnels de la petite enfance mènent un travail remarquable et décideront au cas par cas quelles familles sont prioritaires. Je remercie très sincèrement celles et ceux qui s'occupent des enfants dans des circonstances éprouvantes. S'agissant des entreprises, le télétravail doit se poursuivre après le 11 mai pour limiter le recours aux transports en commun et favoriser la distanciation physique. Quand le télétravail est impossible, il faut encourager la pratique des horaires décalés et limiter la proximité des salariés dans un même espace de travail. C'est facile à dire, c'est évidemment difficile à faire, surtout lorsque l'on se trouve dans des grandes agglomérations où l'organisation de rythmes différents peut être délicate. Il n'empêche, les collectivités territoriales, les autorités organisatrices de transport, les responsables, les représentants des entreprises peuvent, me semble-t-il, effectuer ce travail et tenter de s'entendre pour améliorer la donne et la situation. Sur la question des transports, les inquiétudes sont grandes. Pour les transports interrégionaux et interdépartementaux, c'est-à-dire pour se rendre à plus de 100 km, les déplacements devront être réduits aux motifs impératifs, qu'ils soient familiaux et professionnels. Lorsque ces déplacements auront lieu en train, il sera assez facile, par un système de réservation obligatoire, de limiter l'accès aux voitures à la moitié de sa capacité normale et de diminuer, ce faisant, la densité et la proximité des voyageurs. L'exercice sera bien entendu beaucoup plus compliqué dans les transports en commun et singulièrement dans les zones les plus denses que sont les grandes agglomérations régionales, notamment celles qui sont équipées de métro. J'évoquais l'éthique de responsabilité, la nécessité pour chacun de se montrer à la hauteur du moment que nous vivons, à l'instar des personnels hospitaliers qui se sont littéralement surpassés ces dernières semaines pour trouver de la place pour tous les malades et nous permettre de surmonter la première vague de l'épidémie. Dimanche, c'est d'abord par la presse que j'ai pris connaissance d'une lettre adressée au Premier ministre par des responsables d'entreprises de transport, publiques pour beaucoup d'ailleurs, exprimant leur crainte de ne pas savoir organiser les services publics dont ils ont la charge, dans les conditions que le gouvernement et le Parlement jugent nécessaires à la réussite du déconfinement. Ne voulant voir dans ce procédé que le souhait de surmonter au mieux les difficultés qu'ils anticipent,
j'ai demandé au secrétaire d'État aux Transports d'intensifier encore ses échanges avec eux afin qu'ils trouvent les bonnes réponses aux questions complexes que soulève l'impératif d'une ouverture maîtrisée des transports publics à compter du 11 mai. Je ne doute pas qu'il sache y parvenir, animé par cet esprit de dévouement au bien public qui permet à tant de nos concitoyens de se surpasser dans leurs tâches depuis l'arrivée du virus sur notre sol. La vie économique, mesdames et messieurs, doit reprendre impérativement et rapidement, avec des aménagements, avec de la bonne volonté. Les fédérations professionnelles et le ministère du Travail ont réalisé des guides et des fiches métiers pour accompagner les réorganisations nécessaires au sein des entreprises. Il en est, je crois, aujourd'hui 52 disponibles. Tous les secteurs en auront à disposition le 11 mai. Les partenaires sociaux jouent un rôle précieux pour que ces plans de réorganisation du travail respectent au mieux les gestes barrières. Je me suis entretenu jeudi avec les syndicats de salariés et les représentants des employeurs pour que le dialogue social contribue à remettre la France au travail sans mettre en danger la santé des Français. Ce qui implique aussi de continuer à accompagner les entreprises en difficulté. Le dispositif d'activité partielle que nous avons mis en place, et dont je le rappelle, il est un des plus généreux d'Europe, restera en vigueur jusqu'au 1er juin. Nous l'adapterons ensuite, progressivement, selon l'évolution de l'épidémie. Le fonds de solidarité sera prolongé jusqu'à la fin du mois de mai. Il sera même renforcé pour les TPE qui ont fait l'objet de mesures de fermeture administrative. Le deuxième étage de ce fonds, qui donne droit à une subvention pouvant aller jusqu'à 5 000 €, sera désormais accessible à tous les commerces qui ont été fermés, y compris s'ils n'ont pas de salariés, ce qui est souvent le cas pour un coiffeur, un fleuriste ou un libraire. Les reports de charges fiscales et sociales resteront autorisés jusqu'à fin mai, et nous sommes prêts à convertir ces reports en exonération définitive de charges, non seulement pour les entreprises du secteur de la restauration et du tourisme, mais aussi pour toutes les TPE ayant fait l'objet de mesures de fermeture. Ce sont des mesures exceptionnelles qui témoignent de notre détermination à soutenir toutes nos entreprises pour qu'elles puissent repartir le plus vite et le mieux possible. C'est aussi pour relancer notre moteur économique que nous avons décidé de réouvrir les commerces, les marchés de plein air, les halles couvertes. L'ensemble des associations d'élus le demandaient, nos concitoyens y sont favorables. Là encore, ils devront respecter strictement les règles de distanciation physique qui prévalent. Les préfets pourront refuser leur ouverture si ces règles ne sont pas respectées. Les préfets pourront également décider de ne pas laisser ouvrir, au-delà des sections alimentaires, les centres commerciaux de plus de 40 000 m² qui attirent et brassent des populations qui vont bien au-delà de leur bassin de vie. Ce n'est pas de gaieté de cœur, mesdames et messieurs les sénateurs, que nous avons choisi, par précaution sanitaire, de prolonger la fermeture des restaurants et des cafés, des cinémas et des théâtres, des manifestations sportives et culturelles, des plages, des lacs, des salles de fête. La situation sera réévaluée fin mai pour une décision effective au 2 juin. Le retour à la vie normale sera donc progressif et adapté à chaque territoire. Jeudi dernier, le ministre des Solidarités et de la Santé a présenté à nos concitoyens une carte de France. Elle était tricolore. Chacun a pu voir si son département était classé en zone rouge, verte ou orange, au vu des critères que nous avons définis avec les autorités sanitaires. Cette carte de France sera actualisée chaque jour en toute transparence et elle deviendra rapidement bicolore puisque nous avons classé pour l'instant en orange les zones qui étaient encore en évolution incertaine. Notre stratégie de lutte contre l'épidémie a été déclinée avec la plus grande vigilance dans nos outre-mer. Il en va de même pour notre stratégie nationale de déconfinement. Je voudrais en dire un mot. Je suis très attentif à ce que ces territoires disposent, comme l'Hexagone, des tests et des masques grand public, notamment dans les crèches, les écoles, les transports. La chaîne de vigilance, de suivi, de responsabilité doit être partout aussi résistante grâce aux élus locaux et aux préfets. Je parlais de différenciation. Outre-mer, la principale adaptation de la stratégie nationale porte sur le maintien des interdictions d'arrivée dans ces territoires au-delà du 11 mai. Seules les personnes ayant des motifs familiaux ou professionnels impérieux ou une obligation de santé pourront se rendre outre-mer. Et elles demeureront soumises à l'obligation de quatorzaine. Nous ferons un point début juin pour voir s'il faut maintenir ces mesures très contraignantes qui pèsent évidemment sur les capacités de fret. Je tiens néanmoins à indiquer que nous profiterons du déconfinement pour organiser le retour chez eux des étudiants ultramarins qui ont exprimé le souhait
dans le recensement qui vient de s'achever de rentrer chez eux. Un mot enfin sur Mayotte, où nous avons choisi de reporter le déconfinement. Mayotte vient de passer en phase 3, le virus y circule activement. La prolongation du confinement est l'unique manière d'éviter la saturation d'un système hospitalier déjà très sollicité et déjà très fragile. Nous ferons un point le 14 mai pour envisager l'assouplissement du confinement, en particulier le retour à l'école primaire à partir du 18 mai. D'ici là, nous continuerons à renforcer les capacités sanitaires du territoire et les actions pédagogiques et sociales que nous y menons, notamment en matière d'aide alimentaire. J'aimerais finir, mesdames et messieurs les sénateurs, en évoquant 3 emblèmes de ce que signifie pour notre pays vivre dans le sens le plus plein du terme. La vie culturelle, la vie cultuelle et les élections municipales. La liberté de créer, de se laisser bouleverser et habiter par des œuvres d'art, le droit de voter et de se présenter à des élections, la liberté de culte, sont parmi les libertés les plus sacrées que nos concitoyens exercent et revendiquent. Mais alors que l'appétit culturel de nos concitoyens est comme décuplé par le confinement, le secteur culturel est l'un des plus frappés par la crise sanitaire. Cette dernière met au jour et accroît la vulnérabilité de milliers de professionnels, d'innombrables institutions. Il y a urgence pour la culture, le gouvernement le sait et y travaille. Dès le début du confinement, nous avons garanti l'accès des acteurs de la culture aux mesures d'urgence mises en place par le gouvernement. Le secteur des arts et de la culture a pour l'instant bénéficié de 52 millions d'euros du Fonds de solidarité. Et comme l'a annoncé le Président de la République la semaine dernière, les acteurs de la culture sont éligibles au plan de 8 milliards d'euros d'accompagnement des secteurs particulièrement impactés, comme le tourisme et les cafés-restaurants. Les difficultés mises au jour, comme la question du chômage partiel pour les intermittents, l'accès des artistes-auteurs au Fonds de solidarité ou l'accès des entreprises aux prêts garantis par l'État seront réglés dans les prochains jours. Les ministères de la Culture, du Travail et de l'Économie s'y emploient. Le gouvernement a également mis en place des mesures d'urgence spécifiques pour les acteurs culturels. Certaines situations sont dramatiques et il faut continuer à soutenir, à protéger la création. Le Président de la République annoncera de nouvelles décisions mercredi. Nous avons d'ores et déjà décidé de réouvrir de premiers lieux culturels à partir du 11 mai, dans le respect des exigences sanitaires. Ce sera notamment le cas des lieux culturels de proximité qui participent à la vie éducative de nos enfants, les bibliothèques, les médiathèques, les musées, les monuments dont la fréquentation n'entraîne pas de longs déplacements pour les visiteurs et qui ne brassent pas trop de populations qui viendraient au-delà du bassin de vie. C'est une logique que chacun a bien compris. Il en va de même pour les librairies, les disquaires et les galeries. Nous devrons attendre début juin, si la situation sanitaire le permet, pour réouvrir tous les lieux de spectacle, les salles de cinéma et les grands musées et monuments, et pour voir les conditions dans lesquelles ils pourront réouvrir. Les manifestations et événements culturels réunissant plus de 5000 personnes resteront interdites, elles, jusqu'à fin août. Et nous avons dit très tôt qu'elles resteraient interdites jusqu'à fin août pour donner de la visibilité aux acteurs, aux organisateurs, aux participants, à tous ceux qui contribuent au succès de ces manifestations d'importance. Nous aurions tous aimé que le Festival d'Avignon, les Francopholies, les Eurokéennes, les Nuits de Fourvière aient lieu, mais il n'est pas possible de concilier ces grands rendez-vous culturels avec les précautions sanitaires nécessaires à la gestion de l'épidémie. Et notre priorité, c'est d'éviter l'irruption d'une deuxième vague. Le même état d'esprit nous anime en ce qui concerne la liberté de culte. J'entends le désarroi des croyants, privés de rassemblements et de célébrations qui ne sont pas seulement une expression de leur appartenance religieuse, mais une des sources vivantes de leur foi. Ils ont dû renoncer à beaucoup de ces rites qui marquent les grands moments de la vie, et je pense aux moments de fête autant qu'aux moments de deuil. Je comprends l'impatience des ministres du culte de toutes les confessions. Je leur demande instamment d'attendre en conscience pour que nous n'ayons pas à regretter une décision précipitée. Tout le monde reconnaîtra que les cérémonies et offices dans les églises, dans les synagogues, dans les temples ou dans les mosquées, et à plus forte raison les mariages, les baptêmes, les bar mitzvahs, réunissent des proches et des moins proches dans des lieux souvent confinés, avec une forme de brassage qui est profondément réjouissante en temps normal, mais infiniment périlleuse en temps de crise sanitaire. J'avais indiqué qu'il faudrait attendre le 2 juin pour que les offices et des prières ouvertes aux fidèles puissent à nouveau se tenir dans les lieux de culte. Beaucoup de cultes ont fait des propositions, après s'être entendus,
pour concilier le déroulement de leurs réunions avec les exigences de distanciation physique. Je sais notamment que la période du 29 mai au 1er juin correspond pour plusieurs cultes à des fêtes ou à des étapes importantes du calendrier religieux. C'est pourquoi, si la situation sanitaire ne se dégrade pas au cours des premières semaines de levée du confinement, le gouvernement est prêt à étudier la possibilité que les offices religieux puissent reprendre à partir du 29 mai. Je mesure enfin, et il est probable que nous la mesurions tous ici, l'impatience de beaucoup d'élus sur la suite des élections municipales. Dans les 30 000 communes qui ont élu un conseil municipal complet, beaucoup plaident pour une installation rapide des équipes qui disposent depuis le 15 mars de la légitimité du suffrage. C'est un enjeu démocratique puisque, dans ces communes, le scrutin est terminé. C'est aussi un enjeu économique, car leurs administrés comptent bien entendu sur eux pour prendre des décisions en matière d'investissement. La loi du 23 mars a fixé le cadre dans lequel nous devons nous placer pour prendre les décisions essentielles que sont l'installation des conseils municipaux élus au premier tour et la possibilité de tenir le deuxième tour des élections municipales. L'article 19 de cette loi précise, je le cite, « Au plus tard, le 23 mai 2020, est remis au Parlement un rapport du Gouvernement fondé sur une analyse du comité scientifique se prononçant sur l'état de l'épidémie de Covid-19 et sur les risques sanitaires attachés à la tenue du second tour et de la campagne électorale le précédent. Le comité de scientifiques examine également les risques sanitaires et les précautions à prendre, petit 1, pour l'élection du maire et des adjoints dans les communes où le conseil municipal a été élu au complet dès le premier tour, petit 2, pour les réunions des conseils communautaires. Il me paraît que rien n'impose, dans cet article, que le comité de scientifiques statue en une seule fois ou que le gouvernement fasse un rapport unique sur ces questions. Autrement dit, il est possible pour le gouvernement de demander un avis au conseil scientifique sur la question de l'installation des conseils élus et des conseils communautaires sans attendre le 23 mai. C'est la raison pour laquelle j'ai saisi ce matin le conseil scientifique sur ces deux questions et sur ces deux questions-là uniquement. Sur la base de son avis, je remettrai au Parlement un rapport dans les plus brefs délais qui permettra de dire si, et surtout quand, cette installation est possible pour des conseils municipaux qui, dans l'immense majorité des 30 000 communes concernées, ne comptent en général pas plus de 15 membres. Les dispositions de l'article 10 de la loi d'urgence du 23 mars 2020, qui prévoit que chaque élu peut détenir 2 procurations au lieu d'une actuellement, et qui assouplit les conditions de quorum puisque seule la présence d'un tiers des membres est requise, permettront de concilier plus simplement le respect des conditions de sécurité sanitaire et le bon fonctionnement de la démocratie locale. S'agissant du deuxième tour, je crois qu'il faut encore attendre un peu. Je remettrai au Parlement au plus tard le 23 mai, comme la loi me l'impose, le rapport qui déterminera s'il peut avoir lieu en juin. Dans le cas contraire, nous devrions décider collectivement d'une part de sa date et d'autre part des modalités de son report qui emporteraient avec lui un certain nombre de conséquences qu'aucun d'entre vous, dans cette enceinte, n'ignore. Le gouvernement et moi-même consulterons très régulièrement les associations d'élus et les groupes parlementaires pour préparer cette échéance. Enfin, j'entends les réticences de certains maires, de certains chefs d'entreprise, qui craignent que leur responsabilité soit engagée. Le sujet de la responsabilité face au Covid-19 n'est pas un petit sujet, et j'aimerais m'y attarder un peu. Le régime de responsabilité pénale des décideurs vous est bien connu. Il est issu, en plus des dispositions anciennes du Code pénal, de la loi dite Fauchon du 10 juillet 2000. Si ce régime n'a pas été modifié depuis près de 20 ans, c'est qu'il est juste, c'est-à-dire à la fois précis dans son contenu et équilibré dans sa portée. Il n'a pas empêché, depuis 20 ans, de prendre des décisions. J'en témoigne, ni comme maire, ni comme Premier ministre, je n'ai été empêché de prendre les décisions que j'estimais devoir prendre au regard des pouvoirs et des moyens qui étaient les miens, et notamment des informations dont je disposais, sur lesquelles je pouvais appuyer ces décisions. Et chacun sait en outre que ces dispositions n'ont pas empêché des responsables publics de répondre, car être responsable étymologiquement, c'est bien avoir à répondre, de leurs décisions. Il n'empêche, la question se pose, les inquiétudes sont là, et il nous faut y répondre. Il me semble que nous devons le faire avec, et en tout cas comme ça que je raisonne, avec 2 convictions. Chacune est importante. La première, c'est que notre Constitution
nous invite à ne pas aborder cette question de manière segmentée, en pensant à telle catégorie de responsables ou à telle autre. Bien entendu, le Sénat est parfaitement dans son rôle quand il accorde une attention particulière à la situation des élus locaux. Pour autant, un maire qui ouvre une crèche, un président d'intercommunalité qui organise les transports en commun, un préfet qui autorise la reprise d'un marché, un chef d'entreprise qui redémarre un chantier, ne sont pas dans des situations fondamentalement différentes. Ce sont tous des femmes et des hommes qui ont la responsabilité d'autres femmes et d'autres hommes et qui ont des décisions à prendre dans cette crise. Traitons-les de façon équitable. La seconde est que cette question mérite d'être traitée avec prudence, car nos concitoyens veulent que les maires agissent sans blocage, mais ils ne veulent pas non plus que les décideurs, publics ou privés, s'exonèrent de leurs responsabilités. Je le redis, ce n'est en rien un hasard si les mots de la loi Fauchon n'ont pas bougé depuis 20 ans. Les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposerait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elle ne pouvait ignorer. Il me semble, mais il appartiendra au Parlement d'en décider, que c'est cet équilibre que nous devons préserver. Préciser la loi, rappeler la jurisprudence qui oblige le juge à tenir compte des moyens disponibles et de l'état des connaissances au moment où l'on a agi ou pas agi, oui. Atténuer la responsabilité, je suis nettement plus réservé. Sur ce sujet, comme sur beaucoup d'autres, c'est ensemble que nous devrons résoudre les problèmes pas à pas. J'y suis disposé. Il appartiendra au Parlement de trancher la délicate question de savoir si ce sujet sérieux, ce sujet qui va susciter beaucoup d'attention, pas simplement de la part des décideurs, bien entendu, de la part de l'ensemble de nos concitoyens, doit être traité à l'occasion d'un amendement ou à l'occasion d'un texte spécifique. J'ai la certitude que le Parlement, dans son immense sagesse, saura répondre à cette question délicate. Le 11 mai, mesdames et messieurs les sénateurs, ne sera pas le début de l'insouciance. Ce sera le début de la reprise. Il faut nous y engager avec prudence et responsabilité. Pendant des siècles, quand survenait une épidémie, on se répétait le fameux « sitôt, longue, tardé », par vite, loin et longtemps, que la tradition attribue à Galien, le médecin de Marc Aurèle pendant la grande peste antonine. Je signale à toutes fins utiles que Galien était, Monsieur le Président, fils d'un sénateur, de Pergame en l'occurrence. Aujourd'hui, il n'est question pour personne, et pour nous moins que pour quiconque, de fuir, de nous dérober face à cette épidémie. Il est question de prendre de bonnes décisions qui engagent toute la collectivité, sans fuir le débat, en mettant le Parlement au cœur des enjeux. Voilà pourquoi j'ai tenu à vous présenter notre stratégie nationale de déconfinement et à la soumettre à votre vote. Nous présenterons aussi cette semaine au Parlement une loi qui prorogera l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 23 juillet et qui autorisera la mise en œuvre des mesures nécessaires à l'accompagnement du déconfinement. Mesdames et messieurs les sénateurs, nous voulons, comme nos partenaires européens, traverser l'épreuve de cette épidémie dans le respect de nos valeurs. Nous voulons démontrer que la démocratie libérale et sociale est capable de faire face. Quand une démocratie comme la France est à la croisée des chemins et qu'il faut définir puis emprunter les voies les moins mauvaises, les moins périlleuses pour nos concitoyens, elle ne peut y parvenir qu'avec le soutien et l'apport d'élus qui les représentent dans toute leur diversité et au plus près de nos territoires. Cette conviction a porté mon engagement politique, elle est un fil directeur de notre action. La réussite de ce déconfinement reposera sur l'adhésion de nos concitoyens, qui est un moteur infiniment plus puissant que la contrainte. Ce qui se joue avec ce déconfinement, c'est un acte de confiance collective, non pas un acte de confiance entre les citoyens, et un acte de confiance collective, de confiance entre nous. Pas dans cet hémicycle, enfin, si c'est dans cet hémicycle, c'est bien aussi, mais partout dans le pays.
C'est la capacité de notre démocratie libérale et sociale à surmonter une crise majeure sans renoncer ni aux libertés ni aux solidarités. Les épidémies d'une ampleur de celle que nous traversons ne sont jamais anecdotiques dans l'histoire d'une civilisation. Elles peuvent conduire à l'affaiblissement, peut-être même à l'écroulement. Elles peuvent aussi amener à une forme de rénovation. Comme vous, je crois en mon pays, j'ai la conviction la plus inébranlable que nos institutions, nos talents, notre jeunesse sauront nous en relever avec un surcroît de force et de solidarité. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Premier ministre.